Futur intérieur, c'est une exposition dont le principe est de rassembler des œuvres du passé qui essayaient d'envisager le futur avec des œuvres d'artistes contemporains qui réinvestissent certaines visions du futur qu'on avait dans le passé. L'exposition s'articule autour de trois mouvances qui sont le rétrofuturisme, le steampunk et l'archéomodernisme. Dans l'archéomodernisme, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les artistes arrivent, au fond, à reconstruire en fait, un sens de l'histoire, un sens de la temporalité. La modernité, c'est un sentiment lié à la vitesse, à la perception qu'on a du monde. Le steampunk, comme le dieselpunk, comme le rétrofuturisme, ce sont des uchronies. L'histoire de l'art est remplie de gens qui ont été exactement contemporains. Et c'est ça qui fait leur validité aux yeux de l'histoire de l'art. Nous parlons comme ça donc de ces artistes archéomodernistes, donc on désigne en fait des gens qui notamment se sont servis d'images, qui avaient proposé à l'époque même où elles émergeaient une certaine idée du futur. Et que cette idée du futur évidemment s'est révélée ne pas être notre présent, mais ces artistes les utilisant se montrent conscients en fait que l'avenir justement a une histoire, hein, que les projections qui ont été faites de l'avenir, que le futurisme, que l'avenirisme, disons, est quelque chose qui a une histoire, qui voilà, a pris un certain nombre de formes qui sont elles-mêmes historicisables en fait. C'est-à-dire qu'on peut rendre en fait une sorte de passé à ces images du futur. La matière première de l'art, c'est le temps. Et le rapport au temps et la façon dont il est quantifié ou apprécié suivant les artistes est la chose qui m'attire le plus, quoi. Le travail de Vaillant, tel qu'il a émergé dès le début des années 90, est essentiel pour toute cette mouvance parce que il est au fond l'un des premiers comme ça, à revenir sur le modernisme scientifique et technologique, se revendiquer même éventuellement d'une sorte de futurisme, enfin, ou en tout cas réhabilitant le futurisme en tant que mouvement. Et dans la série de choses qu'il a produites, bon, il y a des images en fait, antérieures encore à la Ford T avec le dirigeable, avec la Tour Eiffel, etc. Puis ces petits personnages avec des sortes de costumes 19e, enfin à la 19e. Ce sont donc des images qui ont cette tonalité comme ça archéomoderniste très très tôt, qui commence à installer finalement une ambiance, un décor dans lequel vont se produire ensuite un certain nombre d'autres choses. Un Vaillant est né en 62, donc il n'est pas vieux, mais c'est presque le doyen finalement hein, de toute cette famille d'artistes. Et effectivement, donc à la fin des années 90, la Ford T arrive, donc Vaillant s'empare là d'un objet qui est un objet emblématique de la modernité technologique, le premier véhicule produit en série. La première automobile produite en série par les usines toutes modernes du Ford de Ford, où l'on a donc appliqué pour la première fois cette échelle les théories de Taylor et celles de Ford lui-même. Donc l'objet agrège autour de lui comme ça, toutes sortes de significations considérables pour l'histoire de la modernité. Donc la refaire en quelque sorte comme ça dans les années 90, ça n'est évidemment pas anodin, ça emporte avec soi toutes ces significations. Et en outre, l'œuvre de Vaillant peut en effet être considérée comme le point de départ de toute une lignée de véhicules qui vont être
produit, continué d'abord par lui-même, bien entendu. Il y a d'autres véhicules, ils sont nombreux dans l'œuvre de Vaillant, qui a beaucoup tourné autour de ces histoires de déplacement, de mobilité et de vitesse. En outre, donc la version vraiment alors là, ultra-moderniste, ultra-futuriste de ces histoires de déplacement mécanisé. Mais donc ce lignage de véhicules, il a été ensuite poursuivi, continué d'être exploré par des gens comme Zarka, comme Lamoureux, qui voilà, ont continué en fait ce type d'investigation en s'intéressant à l'aérotrain de Bertin par exemple. Alors pour moi le rétrofuturisme c'est évidemment si on prend de manière étymologique le terme c'est un peu un non-sens évidemment puisque c'est censé être quelque chose qui se projette dans le passé. Et donc cette idée comme ça d'absurdité, en tous les cas temporelle, d'antinomie, mais presque d'absurdité aussi, parce qu'il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là aussi. Moi, la première fois que j'ai eu affaire à cette définition, c'est en lisant des nouvelles de Philippe Cadic, qui est quand même le prince de la projection temporelle, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien, notamment dans un de ses romans qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques », dont donc il y a eu l'adaptation Blade Runner par Ridley Scott. Donc il y a cette espèce d'idée, pour moi, en fait, dans le rétrofuturisme, où il est probable ou possible que si on inventait une espèce de machine à voyager dans le temps, on puisse modifier un tout petit peu le passé de manière à ce que le futur soit différent. Et donc c'est ce télescopage-là qui m'intéresse. Donc c'est l'Uchronie, c'est la notion d'Uchronie. La notion d'Uchronie, ouais. Et donc, après, cette notion de rétrofuturisme, ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment, comme je le soulignais, plutôt les gens qui ont travaillé cette notion-là, et qui ont pour moi été des influences. Je pense à Robida, je pense à Rudeau, je pense à Jules Verne, bien sûr, Swift, je dirais même Edgar Poe. C'est des gens qui ont manipulé comme ça la science et la fiction à rebours. Et donc je ne peux pas dire que mon travail s'inscrit réellement là-dedans et que c'est pour moi un leitmotiv de travailler sur le rétrofuturisme. Mais c'est vrai qu'il y a nombre de mes pièces qui font référence à ça. Pas toutes, loin de là, mais c'est quand même une notion comme ça qui m'intéresse et avec laquelle j'ai longuement dialogué avec Arnaud Pierre, que tu connais aussi également, et qui pour lui est une notion importante. Il a montré plusieurs fois dans des expositions et également dans des textes. J'ai voulu identifier en fait une famille d'artistes qui me semblait se distinguer par l'usage qu'ils avaient fait d'images appartenant en fait à la modernité historique, mais non pas à la modernité en fait formelle, stylistique. Je ne m'intéresse pas spécialement en fait à toute cette autre famille d'artistes qui a beaucoup emprunté des formes en fait à l'histoire de la modernité, mais plutôt à ceux qui s'intéressent à ces objets techniques et puis un certain nombre de mythologies qui tournent autour, notamment enfin, la mobilité, le déplacement, la vitesse, les sciences aussi, les sciences notamment dans leur rapport aussi avec tout ce tamas de choses pas très bien décryptées en fait autour, pas très bien partagées encore autour de 1900 entre la science et les pseudosciences, les parasciences, voire l'occulte, qui était un domaine qui imbibait complètement en fait même la science dite sérieuse. Donc ce sont les artistes qui montraient un intérêt pour ce genre de thématiques, qui m'ont intéressé, qui m'ont retenu, entre lesquels j'ai commencé à tisser comme ça certaines choses et que j'ai essayé de regrouper comme ça un petit peu derrière effectivement cette étiquette d'archéomodernisme.
qui me semble différente effectivement de l'étiquette postmoderniste, dans la mesure justement où il n'y a pas de référence à il n'y a pas de recyclage en fait des formes ou des styles. Il y a un tout autre rapport à l'histoire qui n'est pas un rapport comme ça qui passerait par la citation stylistique ou formelle, mais plutôt donc par le message finalement, plutôt par les thèmes, par les thématiques, par les mythologies, etc. Je ne sais pas si j'ai envie de me positionner par rapport au postmodernisme parce que ça m'intéresse qu'à moitié en fait. Donc je me positionne pas franchement en regard de quelque chose qui m'intéresse pas. Mais c'est toujours cette idée en fait. Je crois que moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui sont des laborantins. Enfin c'est les gens qui se trompent quoi et qui n'ont pas peur de faire des expériences et donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la science aussi. C'est qu'il y a de la science pure. Hein, là je parle pas de la fiction du tout. J'aime bien cette idée-là parce que j'estime que l'art et la science sont deux domaines de recherche. Moi, je pense que la découverte est un champ plus intéressant que la création, en fait. Et ça veut dire aussi que l'artiste n'a pas la même position socio-politique, je dirais, ou historico-politique, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à puiser dans une intériorité pour extraire quelque chose de vierge ou de... Sui generis, ou de... Ouais, pour moi totalement de lui en tout cas. Pour moi, être un artiste, c'est plutôt cultiver la distance ou une certaine forme de transparence ou être une sorte de filtre et capter le mieux qu'on peut son entourage. Et révéler certaines choses existantes, mais d'une manière, sous un jour nouveau. Quoi, en fait. Ouais. Pointer des choses, se focaliser sur certaines autres. C'est les artistes qui m'ont motivé au moment de devenir artiste. C'est beaucoup plus des gens qui ont une vision où ils retranchent quelque chose du réel plutôt qu'ils n'en ajoutent. Quoi. C'est pour ça que je cite souvent l'archéocinéma aussi, de Méliès, des Frères Lumière, pourquoi pas. Mais plutôt de Méliès, parce qu'il a quand même... c'est le premier qui a vraiment scénarisé, en fait, l'invention du cinématographe. Et ce qui m'intéresse là, c'est que c'est des gens qui font des choses malhabiles. Et c'est ce qu'on... Quand on parle du postmodernisme, tout est habile. Et quand on parle d'archéomodernisme, tout est malhabile. Et cette maladresse-là m'intéresse parce que, en fait, c'est là que les formes sont les plus... hors référent, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui... toute invention est bancale, en fait, avant qu'elle soit développée. La critique que l'on peut faire, à mon avis, du postmodernisme, c'est effectivement que c'est une... le mode de pensée en fait, du postmodernisme a complètement écrasé en fait, la catégorie du temps. Enfin, Jameson l'a bien montré, le postmodernisme, en fait, dans l'ère culturelle en tout cas, c'est un art en réalité de l'espace qui oblitère complètement la question du temps, qui écrase les dimensions temporelles et qui, dans son usage comme ça de citations largement immotivées, appartenant à des temps différents, ne reconstruit jamais en réalité un véritable rapport au temps. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, c'est vraiment une parenthèse, mais que notre postmodernisme n'a rien à voir avec l'éclectisme ou les historicismes du 19e siècle, par exemple. Le postmodernisme, moi j'ai vu l'expo à Londres là, sur le postmodernisme, par exemple. J'ai reconnu les choses d'une certaine époque, mais j'ai toujours pas compris ce que ça voulait vraiment dire, quoi. Donc, ok, je vois en architecture, je peux dire, tiens, ça c'est un bâtiment postmoderne. C'est pas un sentiment que je ressens, quoi. Alors que la modernité, c'est un sentiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose lié à la vitesse, à la perception qu'on a du monde, à la compréhension d'une idée d'être un peu de passage, comme ça, qui rejoint des choses fondamentales, des choses existentielles, des choses... Et je comprends la modernité. Donc tu la ressens, quoi, carrément. Je la ressens et je la recherche et je suis moderne. Donc alors,
c'est un peu idiot de dire ça. C'est-à-dire, je suis moderne. Je suis un jeune homme moderne. Voilà, de 48 ans. Et c'est une notion périssable, oui, bien sûr, la modernité, puisque par essence, elle est quand même attachée à ce qui fait le propre d'une époque. Les époques changent, donc il y a une forme d'éphémère qui est attachée à l'idée de modernité, ça c'est évident. Et en même temps, elle est impérissable parce qu'il y a des modernités perpétuellement, c'est-à-dire des moments où l'époque est sensible à l'irruption d'un certain nombre de nouveautés, où les gens se vivent comme étant modernes, en fait, hein, comme vivant voilà, des temps nouveaux. Et voilà, ça a été le cas en Occident à la fin du 19e, au début du 20e siècle. La modernité est appelée à vieillir à partir du moment où on la prononce même. Je veux dire Cézanne était moderne, je pense que le Gréco aussi. Moderne, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, c'est juste une appellation de l'histoire de l'art qui pour nous, est une espèce de début dans les années 10 jusqu'aux années 60, on va dire, en gros. C'est à peu près ça, l'ère de la modernité, quoi. Au niveau de l'art, hein, j'entends bien. Après, au niveau des sciences, ça peut remonter un tout petit peu plus tôt, quoi. On pense toujours que l'histoire de l'art se fait par fracture. Et moi, j'y crois pas, quoi. Tout le monde dit, après Cézanne, ça a changé. C'est une connerie en branche, quoi. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est une continuité très logique, quoi. Quand tu vois les aquarelles je sais pas, de Géricault, de plein de gens qui le précédaient... Je veux dire, même les derniers coraux, quoi, c'est un truc incroyable. Tu as l'impression de voir de Kooning, tu vois. Donc cette espèce de volonté de fragment, ou de fragmenter comme ça l'histoire de l'art, moi j'y crois pas ou qu'à moitié, quoi. Parce que après on peut évidemment, je pense que c'est plus pour les historiens qui s'y retrouvent, quoi. Tu vois, on va dire voilà, il y a cette période qui dure de là à là, puis après il y a ça. J'ai toujours l'impression de rechercher justement en tant qu'artiste l'existence du présent. Quand je me retourne et que je vois l'histoire de l'art est remplie de gens qui ont été exactement contemporains. Et c'est ça qui fait leur validité aux yeux de l'histoire de l'art. À un moment donné, tout le monde se retrouve au même endroit et on a tous emprunté des chemins un petit peu différents. Simplement, je crois que l'histoire fait qu'on arrive à ce même point parce qu'il y a une forme de nécessité, parce qu'il y a une forme de logique, parce que tout ça... C'est dans l'air du temps. Voilà, c'est pas l'air du temps, parce que l'air du temps, c'est déjà trop tard. C'est là où moi, je commence à détourner... voilà. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment donné où, moi, j'ai abordé ces questions, j'essaye de travailler à autre chose, quoi, parce qu'il arrive à un moment donné où on rentre dans ce qui s'appelle la mode aussi, quoi, en fait, quoi. Et où tout ça est récupéré, en fait, quoi. Et à ce moment-là, il faut déjà être ailleurs. Pour un artiste qui a envie de créer à chaque fois les conditions d'une forme de flottement, d'une forme d'ambiguïté, et qui a envie à chaque fois de redéfinir les conditions d'apparition de son travail, moi je trouve ça intéressant, voilà, de toujours être à un autre endroit, d'être à un endroit où on n'est pas forcément attendu. Et pas se laisser enfermer dans un petit... Voilà, parce que ce que j'essaie de ne pas avoir... avec cette idée de style, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas reproduire toujours les mêmes objets dans les mêmes techniques. Par ailleurs, j'essaie de ne pas travailler sur les mêmes périodes. Ça, je trouve ça aussi assez intéressant. C'est plutôt sous cet angle-là, moi, que l'idée du temps m'a intéressé. C'était à un moment donné... finalement, la question de la référence, elle est chez beaucoup d'artistes et elle est devenue parfois assez pénible dans le sens où beaucoup d'œuvres ne sont que des références à une autre œuvre existante. Moi, j'ai voulu produire des objets qui posent question et qui ne soient pas identifiables et qui aussi dépassent le cadre, on va dire, un petit peu admis de la référence dans l'art. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à produire ces objets qui donnaient l'impression d'être des objets du XVIe siècle, en fait, quoi. Je parle des peintures de la série Studies into the Past. Donc
Et puis après, bon voilà, dans mon exposition à Pompidou, par exemple, j'avais conçu des enceintes. Ces enceintes, elles étaient d'une esthétique laboratoire 19e siècle. J'avais reproduit une antenne, cette antenne dont on a parlé ensemble, la Horn Antenna. Elle était un petit peu iconique de cette réflexion sur le temps, mais elle a un niveau scientifique en fait, quoi, parce que j'aime cette espèce d'ambiguïté, cette oscillation entre des choses qui ont l'air impossibles et qui peuvent devenir possibles en fait, quoi. Et cette antenne, elle était un petit peu au milieu de toutes ces questions, puisque d'un côté on a la mythologie du voyage dans le temps, on a la mythologie du fossile sonore, du fait qu'on puisse trouver des sons qui viendraient du passé, on a voilà toute cette chose-là qui est un petit peu science-fictionnelle, et de l'autre, sound fossile, ouais. Et de l'autre, on a cette découverte dans les années 70 du rayonnement fossile du Big Bang au travers de cet objet qui est en soi déjà esthétiquement très intéressant et qui en plus permet à ces scientifiques, Penzias et Wilson, de découvrir en gros un rayonnement qui viendrait du passé en fait, qui serait rémanent dans l'univers, un peu comme la lumière d'une étoile qu'on voit alors que cette étoile a déjà disparu en fait, quoi. Et donc cette question m'a semblé être cristallisée dans l'histoire de cet objet. Et c'est pour ça que je l'ai représenté, je l'ai refabriqué. Souvent, les gens pensent que je suis un artiste très technologique, ce qui est en partie vrai parce que je m'intéresse à la technologie comme source de modernité, mais comme chose moderne. Comme médium, enfin, ouais, technique. Il y a une dynamique de la technologie qui va faire évoluer le travail, etc., qui va m'amener d'une chose à l'autre, mais souvent c'est des technologies, quand elles m'intéressent, c'est qu'elles sont très communes et que les gens, en voyant les œuvres, sont déjà dans un terrain conquis ou un terrain... Ouais. Par exemple, je ne me suis jamais intéressé aux pixels avant que le numérique soit vraiment là, alors que je savais très bien ce qu'était un pixel, mais il y avait un côté avant-garde qui ne m'intéresse pas du tout en fait. Ce qui m'intéresse, c'est quand on utilise au contraire un langage qui est une plateforme la plus universelle possible. Donc, ces artistes construisent effectivement un autre temps, interpellent en tout cas en fait la temporalité dans laquelle ils travaillent, avec ces temporalités un petit peu hétérodoxes comme ça, qui appartiennent donc au passé et donc à la façon dont le passé s'imaginait, l'histoire s'imaginait l'avenir, le futur. Comment dire, je suis conscient de ce rapport à l'histoire, mais... C'est pas voulu forcément à la base. Non, j'ai pas. Enfin, disons qu'il n'y a pas d'intentionnalité. C'est plutôt que j'ai la conviction d'être inscrit dans un continuum. Et donc, un continuum dont je ne connais pas la phase à venir, mais je connais plus ou moins, enfin avec la distorsion du regard vers le passé, mais je connais plus ou moins l'histoire. Donc forcément, il y a une sorte de déduction, quoi, quand on prend le 1er siècle, après Jésus-Christ, il y a n'importe quoi, hein, puis 12e siècle, puis 18e, et ben, on peut presque déduire là où on est, ou disons qu'en déduisant là où on est, on peut aussi se projeter plus facilement vers le futur. Les choses en perspective, ouais. Par rapport à l'historicité, justement. Ouais. Ceci dit, j'ai un rapport à l'histoire qui est, du fait que je suis artiste, qui est complètement arbitraire, et je profite grandement de cet arbitraire. Donc de ne pas être historien, de ne pas être historien de l'art, par exemple, c'est une chose qui est formidable pour moi. Ça te permet une subjectivité qui est... Et personne ne me dit rien. Un facteur de liberté, j'imagine. Ouais. Le temps n'est pas, voilà, pour moi, le principal sujet, quoi, en fait. Quoi. C'est un des vecteurs, mais c'est pas le voilà, seul, c'est un moyen, mais comme je disais avant, ça m'intéresse de produire des œuvres qui peuvent venir de différentes temporalités, de différentes périodes. Il est aussi intéressant, je peux à la fois faire un film,
un objet, un néon, une peinture, qui soit chacun de différentes périodes. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est ce que ça cherche à raconter et les situations que ça cherche à produire, quoi, en fait, quoi. En ce sens, c'est pour ça que je disais que cette question du temps n'est aussi qu'un moyen de continuer un travail qui s'inscrit ailleurs, quoi, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de déconstruire des dispositifs qui nous entourent, c'est de comprendre le monde qui nous entoure, c'est de construire des œuvres qui posent question et qui mettent le spectateur un petit peu face à quelque chose qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui, qui est une situation qui appelle un petit peu un investissement personnel. Et voilà, il y a une forme d'analyse de systèmes qui nous entourent et parfois ça peut prendre des chemins qui sont un petit peu surprenants et qui sont très lointains, mais pour toujours revenir aux mêmes questions, quoi, en fait, quoi. J'identifie évidemment chez plusieurs autres artistes cette relation au rétrofuturisme, mais après de savoir si c'est générationnel, non, parce que quand je pense par exemple à des artistes avec lesquels j'ai fait mes études, notamment Didier Marcel, son rapport au rétrofuturisme est quasi nul. Oui, il se retrouve pas chez tous les artistes de cette Non, bien sûr, non. Mmh. Mais donc je sais pas. En même temps, je crois que c'est une notion qui, comme je disais tout à l'heure, qui ne m'est pas étrangère, mais sur laquelle je n'ai jamais travaillé en fait. Ouais. Enfin, Donc, en tout cas, c'était pas une. Voilà, c'était pas un sujet, quoi, ouais. on va dire. Ouais. Il y a un moment où je m'y retrouve, évidemment. C'était pas une volonté constante de ta part Non. d'orienter ton travail dans ce sens-là. Ouais. Et d'en avoir discuté un peu avec Xavier ou Laurent Grasso, Xavier Vélon ou Laurent Grasso, je pense que c'était pas forcément le cas chez eux non plus, mais il se trouve effectivement que on est tous les trois, peut-être, en tous les cas, puisque c'est ces trois-là que je connais le mieux dans ceux que tu viens de citer, on est tous les trois assez attentifs aux découvreurs ou découvertes. Je pense notamment à Xavier quand il fait un hommage à Henry Ford avec la Ford T, ou Laurent Grasso qui répète comme ça des machines télescopiques qui permettent d'écouter le monde ou de le voir, les ondes, etc. Donc c'est plus que des remakes, quoi. C'est de réinscrire comme ça des choses qui sont plus du domaine de la science et de la technologie dans le champ de l'art, quoi. On arrive déjà depuis très longtemps à calculer la position des planètes, à avoir des calculs très scientifiques pour plein de choses, sauf que il y a ces ouvrages qui sont des ouvrages déjà au 19e de vulgarisation, quoi, en fait, quoi. Et ce qui m'a intéressé, c'est la projection du futur, quoi, en fait. C'est-à-dire que ce sont des images qui sont là pour décrire le futur à l'époque. Et donc, d'où le titre rétroprojection. D'où le titre générique. rétroprojection, quoi, en fait. Et mon intervention, effectivement, ça a été d'essayer de créer une sensation, en fait. Et je pense que c'est ça le plus dur, quoi, en fait. C'est-à-dire que le plus dur, c'est pas d'écrire « je travaille sur le temps » ou je travaille sur... C'est de produire une impression étrange. Et il se trouvait qu'en les imprimant en encre argentée, c'est produit une forme de réflexion, de reflet qui brouille la lecture de l'image, en fait, et qui oblige à chercher un petit peu sa position pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de voir. Et pour moi, c'était un petit peu comme ce curseur de la temporalité. En fait, il y avait un rapport entre la situation physique, de la réception du travail, et la question d'un reflet qui viendrait du passé, quoi, en fait, quoi. Et donc je cherche toujours par des glissements, parce que évidemment de reprendre les choses n'a aucun intérêt, de les reproduire n'a aucun intérêt. Après, de temps en temps quand même, pour la Horn-Antenna, je pense que c'est un objet éminemment conceptuel, quoi, en fait. C'est un objet, quand on sait ce qu'il représente, qui à lui seul, même si l'intervention de l'artiste est assez simple, qui à lui seul raconte beaucoup. Mais ce qui est frappant en tout cas, c'est que donc, tout ce matériel
chez les archéomodernistes, comme on les appelle, n'est pas, la source de tout cela n'est pas dissimulée en fait. Et au contraire, il est important même qu'elle soit d'une certaine manière sue, comprise, explicitée, parce que elle permet justement au spectateur de participer lui aussi à cette espèce d'effort de construction, enfin de reconstruction de cet ancien sentiment de l'avenir qui lui permet au fond de réinterpeller dans son présent peut-être justement cette espèce de force, de pulsion aveniriste. Et donc en cela justement il y a quelque chose d'assez différent du postmodernisme des années 80 où l'on a là aussi donc beaucoup mixé, beaucoup cité, beaucoup collé, beaucoup assemblé, donc des choses extrêmement disparates, mais dont l'origine en tant que telle n'avait pas d'importance particulière. Et moi, je suis un fabricant d'objets, donc souvent je dis je suis un constructeur. Tresser un panier, fabriquer une œuvre d'art, peindre un tableau pour Picasso, ou je sais pas, ça reste une fabrication. Et cette fabrication, elle porte en elle un réseau de signification, l'objet qu'on va laisser, et une trace d'une humanité. Et c'est pas très punk de parler comme ça, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est cette trace de l'humanité, et c'est ça qui me m'attire quand je regarde, quand je vais voir les antiquités égyptiennes, un tableau de Velázquez ou de Frans Hals ou de je sais pas qui, c'est ça quoi. Les robots que tu vois ici sont des choses qui sont construites avec les matériaux de base d'une maquette, c'est-à-dire que c'est en papier, en carton. En même temps, c'est une déviance par rapport à ce qui est habituellement possible d'inventer en termes architecturaux au travers d'une maquette, c'est-à-dire une maison, un immeuble, etc., de l'urbanisme. Ici, en l'occurrence, les matériaux utilisés sont les mêmes, mais appliqués à une forme qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui est d'une forme qui est plutôt anthropomorphe, et donc qui s'éloigne beaucoup de ce que peut être une maison. Donc il y a un côté un peu transformer dans l'idée, tu vois. Et puis de faire un robot qui soit en même temps simplement sous la forme d'une maquette, qui ne soit pas articulé, qui n'émette aucun son, qui ne soit finalement extrêmement inerte, un pur objet. Ça m'intéressait aussi ce décalage. Après, pour la pièce de stage, toute la boîte est une construction. C'est-à-dire que c'est une forme en bois qui est plus proche cette fois-ci de la maison, et qui contient des espèces de formes qui sont plus proches de l'organisme. Donc il y a aussi ce rapport-là, ou cette dichotomie entre la construction et l'organe. L'organisme. L'organique et la construction, ouais. Et en même temps, il y a toujours un arrière-fond d'histoire. C'est-à-dire que de stage, tous les éléments qui constituent les silhouettes qui sont suspendues dans le petit théâtre sont issus de rêves qu'a retranscrit Joseph Cornell. En fait, j'ai repris les rêves de Cornell et je les ai condensés en plusieurs éléments qui sont suspendus dans la boîte. Donc il y a un côté aussi, je dirais, histoire, mais histoire au sens raconté du terme. Et donc ça m'intéresse d'avoir cette idée de jouer comme ça entre des formes qui, a priori, ne se rencontreraient pas, quoi. De jouer sur la suspension, sur la dispersion, sur la façon dont on peut être attentif à un événement qui peut disparaître dans la seconde qui suit. Toutes ces choses-là sont pour moi intéressantes, quoi. C'est une espèce d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe. Et comme disait Marcel Duchamp, je peux le reprendre à mon compte, il disait qu'il était un respirateur. That's how you do it. Don't worry, there's nothing to it. All you have to do is just stab 'em, shoot 'em, beat 'em, bruise 'em, shoot 'em in the skull. One to the head, that's how you do it. Make sure your axe goes right through it.